Voilà pour cette interview du chef de l'État. Pour plus d'analyse avec nous sur ce plateau, Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE Groupe Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis en direct de Dakar, Gilles Yaby, politologue, fondateur et directeur du think tank citoyen Wati. Merci d'être avec nous et d'avoir suivi cet entretien avec nous sur ce plateau. Alors, Jean-Claude Félix Chikaya, la question du Mali, évidemment, était sur toutes les lèvres avec la situation en ce moment. La réponse du président français à la question « Est-ce que vous regrettez quelque chose ? Est-ce que vous aurez fait quelque chose autrement ?» Sa réponse est visiblement non, que les choses se sont déroulées comme elles devaient se dérouler. Comment analyser sa réponse ? Sa réponse est entre la dystopie et l'Uchronie. Il construit un narratif qui vient démentir la réalité, et pas seulement sur le Mali, y compris sur le Niger. Et c'est un mouvement de fond. Certains parlent d'un sentiment anti-français. Faux. Quand, pendant l'esclavage, les Africains voulaient se libérer de l'esclavage, on disait qu'ils étaient anti-français. Pendant la colonisation, ils étaient anti-français. Aujourd'hui, les Africains veulent se libérer donc de la France-Afrique. On dit qu'ils sont anti-français. C'est une expression délétère. Tous les Français, sur tout le continent africain, vivent bien et dans les meilleurs quartiers. Il y a plus de 4000 Français au Mali. Donc, cette expression délétère, j'espère qu'elle quittera les esprits, et il faut, c'est comme tout ce qui est post-colonial, faut le déconstruire. Et il n'y a pas besoin d'être africain pour savoir qu'il faut, entre guillemets, tourner la page. Mais tourner la page, il ne suffit pas d'avoir des phrases dystopiques, uchroniques ou slogans, ou seulement un changement paradigmatique, sémantique. Non. Quand il parle du Mali, quand le Mali demande à la France de partir, comme les autres pays, c'est sur un désaccord politique, sur un désaccord militaire, sur un désaccord géostratégique. Pas parce que les personnes sont blanches ou françaises ou de toutes les couleurs. Ils ont un respect pour les militaires qui sont tombés pour la France et pour l'Afrique. Pourtant, le chef de l'État parle d'ingratitude. Il réitère ce mot. Là encore, c'était lors de la conférence des ambassadeurs. Il avait dit, et certains pays ont oublié de dire merci. Si je peux me permettre, c'est encore une rechute du président de la République, M. Macron, avec un réflexe pavlovien, un peu infantilisant l'Afrique. Ingratitude, on vient vous aider. Non, ce sont des accords. Quand la France arrive en Afrique, la France était là avant lui, avant même sa naissance. Avant la mienne, avant tous. Donc, il est important de dire que le combat contre la France-Afrique, qui a commencé au milieu des années 40, donc c'est-à-dire que tous nos grands-parents ont demandé à la France, mais aussi à ceux en Afrique, qui malheureusement étaient co-animateurs de cette France-Afrique. Il en reste encore quelques-uns. Il est faux de dire qu'il ne reste pas de précaré. Il reste un précaré. Et c'est justement ce précaré qui demeure, et là, pas ce détournement, mais aller vers l'Afrique francophone, vers l'Afrique dite anglophone. C'est depuis 1980. Et quand on parle d'Afrique francophone, anglophone, lusophone et autres, c'est comme si on réinvitait une vision linguistique géopolitique. L'Afrique est plurilingue. Au Kenya, il y a 70 langues. Et d'ailleurs, quand il va au Kenya, j'espère qu'il n'a pas oublié de dire à M. Ruto, qui lui... Ce sommet, c'est aussi l'occasion pour lui de se refaire, entre guillemets, un petit peu sur le plan politique, alors ça a été l'oppression, la répression pour sa politique ultra-libérale qui oublie et qui laisse pour compte une bonne partie de l'intergénération. Quand on parle de l'Afrique, selon la jeunesse, le jeunisme et autres. Donc il est important sur le Mali. Moi, j'ai été choqué, je peux vous le dire, d'avoir entendu, paix à son âme, quand M. Sadio Camara, qui a été tué par des terroristes, appuyé donc par des groupes terroristes qui sont leaders mondiaux sur le plan terroriste. Eh bien, on donnait un peu plus la parole aux séparatistes qui sont affiliés à ce groupe terroriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de condoléances. Moi, je présente mes condoléances. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les autorités. C'est pas ça le problème. L'important, c'est de dire qu'il y a eu un désaccord, comme il y a un désaccord de fond des sociétés civiles africaines qui veulent un renouvellement. Donc tout ce qui dit que les positions qu'il a prises
pour renouveler la politique de la France à l'égard de l'Afrique, ça vient de la force de la société, des sociétés civiles et politiques africaines. Alors, je me tourne vers Gilles Yaby qui nous attend et qui nous entend à Dakar. Je vous pose la même question, ce mot ingratitude, comment est-il perçu sur le continent? Vous vivez à Dakar, vous voyagez beaucoup, vous étiez en Côte d'Ivoire tout à l'heure. Comment il est perçu ce mot? Oui, alors bonsoir, il est très mal perçu. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'il est utilisé. Et je dois dire qu'effectivement, le président Macron a habitué les opinions publiques africaines à des formules très maladroites et effectivement qui peuvent être choquantes. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par M. Chikaya sur en particulier le Mali. Parce qu'on ne peut pas faire fi de l'histoire de cette crise. La crise contemporaine, c'est 2012, mais il faut même remonter beaucoup plus loin, bien sûr, aux conditions de la décolonisation. Mais il faut aussi parler de l'intervention en Libye. Il faut parler du désaccord sur Kidal dès le début de l'intervention française en 2013. Et donc, il y a différents épisodes qu'on ne peut pas simplement, disons, balayer du revers de la main. Et on ne peut pas simplement dire que c'est parce qu'il y a eu des coups d'État disons, les militaires français ont été poussés au départ. C'est aussi parce qu'il y a une contestation des choix qui ont été faits et de la présence très forte, à la fois militaire, mais aussi politique, de la France dans le règlement de la crise au Mali. Donc c'est un peu l'arrivée des militaires, un peu le contre-coup en fait aussi de cette présence qui à un moment donné était devenue trop envahissante par rapport à nouveau au désir de souveraineté des Maliens. Alors justement, Gilles Yaby, la présence des militaires dans cette région, le chef de l'État en a parlé lors de l'interview. Il a parlé d'une nouvelle coopération, notamment avec certains pays comme le Bénin, avec les pays de Golfe de Guinée qui veulent lutter contre la piraterie, contre le djihadisme qui s'étend du Sahel vers ces pays. Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle présence militaire repensée comme il l'expliquait? Qu'en est-il sur le terrain? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une partie des changements intervenus qui résultent d'une décision effectivement française. Alors, pas de fermer des bases militaires. Je pense qu'il n'y avait aucune volonté de fermer des bases militaires dans un pays comme le Sénégal, dans un pays comme le Tchad ou la Côte d'Ivoire. Mais par contre, il y avait effectivement un projet de réduction de cette présence, mais à nouveau pas d'élimination de cette présence permanente, qui pour un certain nombre de pays date à nouveau de l'indépendance. Il y a une forme de continuité dans cette présence militaire. Mais je pense que dans le cas des pays du Sahel central, Mali, Niger, Burkina Faso, très clairement, ça a été un départ forcé par les circonstances et à nouveau à la demande des militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays-là. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au Tchad, par exemple, ça a été une surprise lorsque le Tchad, qui avait plutôt de très bonnes relations très intimes avec le pouvoir français, avait aussi décidé de demander le départ des militaires français. Donc il y a une partie de cette évolution qui a été subie très clairement, même si elle n'est pas assumée, présentée comme telle, et il y a une partie qui résulte aussi d'un repositionnement français, et il y a aussi bien sûr des questions budgétaires. La France, évidemment, essaie d'être présente, de continuer d'être une puissance importante dans le monde, ça a des coûts, et il est très clair aussi qu'il y avait cette volonté-là. Mais à nouveau, je le redis, il y a une partie de cette évolution qui a été plutôt subie, demandée par les nouveaux pouvoirs en place, et pas seulement les pouvoirs militaires, puisqu'on peut citer le cas du Sénégal, où c'est aussi un changement générationnel qui amène nécessairement à une volonté d'avoir des relations différentes. Je voudrais peut-être rajouter quand même un mot, parce que je pense que ce qui passe pas aussi par rapport aux opinions publiques africaines, c'est qu'on connaît quand même un peu l'histoire. On connaît l'histoire des interventions militaires françaises, l'histoire des coups d'État lorsque la France a pu soutenir un certain nombre de prises de pouvoir illégitimes et a pu soutenir pendant longtemps, pendant des décennies aussi, des autocrates. Et si on regarde ce qui s'est passé au Tchad, par exemple, je suis désolé, c'est quand même sous le président Macron, on a eu la disparition du président Déby. C'est quand même le poids politique de la France qui a permis une forme de transition qui finalement aujourd'hui se traduit par une disparition à peu près totale de l'espace de libre expression politique et civique au Tchad.
Alors, on va parler à présent de la République démocratique du Congo. La question a été abordée, notamment sur les relations tendues avec le Rwanda, le M23 qui contrôle Goma et Bukavu. Donc, la réponse du président Macron a été pour le dialogue. Et en même temps, pour le dialogue avec le M23, par exemple, il l'a dit, alors qu'on sait très bien que côté congolais, on refuse d'entendre parler de dialogue avec le M23. D'ailleurs, les témoins disent certes, la tonalité a tout de suite baissé. On a senti donc la gêne aux entournures sur ces rapports entre la RDC et le Rwanda. Il faut trancher, il faut sanctionner le Rwanda. Qui soutient le M23, un groupe qui massacre, où il y a des viols, il y a des morts tous les jours, depuis 30 ans, et là, il faudrait appeler au dialogue. Est-ce que s'il y avait un M23 dans une région française, ce que je ne souhaite nullement, est-ce qu'on demanderait qu'il y ait un dialogue où on combattrait justement contre ces hydres, eux aussi, parce qu'il n'y a pas seulement que le M23, il y a aussi l'ADF et autres. Donc il faut... Alors, sans compter la balkanisation que génère donc dans l'est du Congo le M23, sans compter non plus la prédation depuis 30 ans du Rwanda, qui a très peu de matières premières et qui, tellement il y a de prédation, se trouve premier en termes de matières premières qui viennent à 98% de la RDC. Et il faudrait s'asseoir tranquillement autour d'une table avec une prédation, des morts tous les jours, des enfants qui ont le destin brisé, des personnes, des femmes où il y a des viols et autres. D'ailleurs, le chef de l'État l'a souligné que la discussion et le dialogue et que l'accord de paix ne tenait pas, celui de Washington, celui de Doha. Il l'a souligné que c'était pas effectif et qu'il ne tenait pas sur le terrain. D'autant plus que le M23, soutenu par le Rwanda, a un agenda où ils veulent aller jusqu'à Kinshasa avec une prédation, avec d'autres aussi, il a raison, là, notamment l'Ouganda. D'ailleurs, j'espère que M. Tshisekedi, qui était hier donc avec M. Museveni, et peut-être qu'ils vont en parler aujourd'hui avec le président Macron. Donc il faut une tenue, pas une tenue, mais je veux dire qui soit beaucoup plus tranchée, parce qu'on le trouve très véhément à l'égard du Mali, ça, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Et puis tout d'un coup, il y a une tonalité qui baisse parce qu'on ne veut pas, on voudrait que tout le monde se mette autour d'une table. Mais n'importe quelle chancellerie, n'importe quel régime, n'importe quel pays au monde, n'importe quel président ne peut pas supporter et valider le fait que ce que fait le M23 et d'autres, et la prédation économique qui appauvrit pas seulement Goma, mais l'ensemble de la RDC. Alors Gilles Yabi, est-ce que vous pensez que le fait que finalement l'un des dossiers mémoriels le mieux mené sur le continent, c'est aussi celui avec le Rwanda, le rapport Duclerc, etc. Est-ce que c'est aussi pour essayer de ne pas se fâcher avec le Rwanda qu'on a une position un peu moins tranchée, comme l'expliquait Jean-Claude Félix Tchikaya, par rapport par exemple au Mali ? Oui, certainement, mais je pense qu'elle ramène à quelque chose, je pense, d'assez simple et qu'il faut aussi que du côté du président français, que cela soit clairement assumé. Il y a souvent une confusion. Est-ce qu'il est habilité à défendre les intérêts du continent africain ou est-ce qu'il défend d'abord et avant tout, comme président français, les intérêts de la France et donc mène une politique étrangère en Afrique comme celle qu'il mène dans d'autres régions du monde avec en ayant à cœur les intérêts d'influence géopolitique, mais aussi bien sûr les intérêts économiques de la France. Et donc je pense qu'il faut être très clair, la France comme les grandes puissances, les moyennes et les petites puissances, et même des puissances régionales, défendent d'abord leurs intérêts. Et effectivement, cela explique des positionnements qui ne sont jamais des positionnements seulement sur des valeurs. Par rapport au Rwanda, oui, il y a un passé, évidemment, qu'on connaît et qui d'ailleurs, dont joue aussi, dont on joue aussi du côté rwandais, le président Kagame. Et il y a effectivement une volonté un peu d'équilibre qui est difficile, je pense, à tenir aujourd'hui, compte tenu de la situation dans l'est du Congo. Mais cela me permet aussi de souligner, au fond, ce que je vois, moi, en commun entre ce qui se passe au Sahel, pas seulement au Mali. La question malienne aujourd'hui est une menace sur le Sahel et sur toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une menace de fragmentation d'un pays, alors qu'on en a déjà beaucoup d'autres et beaucoup trop sur le continent en état de fragmentation politique, la Libye, le Soudan, la République démocratique du Congo, où en réalité le M23 continue à s'installer administrativement dans l'est du Congo. Et donc je pense qu'au-delà à nouveau de la politique française,
ce qui intéresse au niveau du continent et devrait intéresser, c'est vraiment ce que signifie la situation actuelle pour les perspectives dans 5, dans 10 ans sur le continent, si on continue à avoir tous les 5 ans un pays africain qui se fragmente politiquement et durablement sur le plan sécuritaire également. Je pense que c'est ça, et ça, ce n'est pas évidemment principalement le mandat du président français, c'est la responsabilité collective africaine, mais il faut à nouveau quand même souligner un certain nombre d'incohérences et d'oubli lorsque le président français parle quand même de la politique étrangère de la France en Afrique. Très rapidement, parce qu'on arrive presque Oui. à la fin de cette édition spéciale. Jean-Claude Félix Tchikaya, le sentiment global de cette interview, comment ça pourrait être perçu sur le continent? Ouais, il a oublié de dire que le primat, en termes de relations entre la France et l'Afrique, ça a toujours été l'économie sur le plan géoéconomique. Je ne fais pas d'anachronisme avec la colonisation, ça l'était déjà. Les intérêts étaient à plus de 95% pour le colonisateur. Après, le post-colonial, la France-Afrique, c'est multidimensionnel. Donc, comment ça va être perçu? C'est-à-dire qu'il y a eu quelques rechutes, il y a 2 jours ou il y a quelques heures, il disait que moi, je suis un vrai panafricaniste et autres, donc c'est un peu maladroit. Il faut vraiment qu'il revienne à plus d'humilité, que tous les changements qu'il annonce, qu'ils soient en acte aussi à travers son discours. Et en revanche, il y a une partie quand même du sommet où il faut souligner. Alors c'est vrai qu'il y a une offensive sur le plan économique parce qu'il y a un reflux et une érosion un petit peu sur le plan économique pour la France et autres. Donc, mais il y a quand même des volontés, il y a un investissement. J'espère que le champ économique aussi travaillera sur ses représentations sur l'Afrique. Il y a des choses à faire, il y a des intelligences des 2 côtés. Donc vraiment réunir de manière initiée en tout cas une nouvelle façon de s'entrevoir et de se voir.